On va commencer ce topo sur un sujet un petit peu sérieux, peut-être un peu long à traiter, mais aux enjeux tout à fait fondamentaux pour nous. Le 27 janvier 1945, la 322e division de fusiliers de l'armée rouge a ouvert le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau en Pologne dans le cadre d'une offensive menée le long de la Vistule. Elle y découvre 7000 détenus. Il y a 1 100 000 personnes qui ont trouvé la mort dans ce qui a été le plus grand camp d'extermination créé par les nazis. Cette sinistre organisation d'extermination comprenait aussi les camps de Treblinka, Sobibor, Majdanek et bien d'autres. Alors tâchons à notre tour, si je peux me permettre l'expression, d'entrer à Auschwitz, qui symbolise le summum, le résumé le plus immonde de la Shoah. Essayons d'y voir un peu plus clair dans les ténèbres des camps, à la fois un sujet difficile à aborder par l'étendue de l'horreur, mais encore parce que tout ce qu'on entend dessus, l'analyse des musées ou des programmes d'histoire, est insuffisante. Et on verra aussi l'analyse de certains marxistes, ou celle que les détracteurs du marxisme l'accusent de tenir, platement matérialiste ou économiste, amène aussi à se tromper. Alors déjà, Auschwitz résume dans son histoire la pluralité de déterminations qui ont produit la Shoah. Le camp se situe à la jonction du système ferroviaire d'Europe centrale, qui en avait fait à la fin du 19e et au début du 20e siècle une station essentielle de la migration saisonnière des travailleurs agricoles polonais allant travailler en Autriche et en Allemagne. La petite ville galicienne d'Auschwitz était devenue le site d'abord d'un camp de concentration nazi, au service de la terreur exercée dans la Pologne fraîchement conquise. Puis, un centre pour les plans d'Himmler de réinstallation d'Allemands ethniques dans les fermes volées à leurs propriétaires polonais expulsés. Puis, du fait de sa proximité avec le bassin houiller de Haute-Silésie et de la disponibilité de prisonniers de guerre soviétiques comme main-d'œuvre servile, l'usine de caoutchouc synthétique d'Ig Farben. Et enfin, le camp d'extermination dans lequel ont été anéantis tant de juifs européens. Alors si l'histoire de ce camp résume à grands traits la barbarie nazie, comment la comprendre? Qu'est-ce qui a amené ces mutations? Qu'est-ce qui peut expliquer ce procédé industriel de destruction des Juifs d'Europe? Les discours officiels répètent l'horreur et le devoir de mémoire à grands coups de plus jamais ça. Ces discours s'accompagnent de l'idée de la Shoah, de l'idée que la Shoah sortirait du domaine de l'analyse ou qu'elle serait uniquement le fruit de la folie humaine. Alors oui, disons plus jamais ça. Mais alors, il s'agit de comprendre les racines du phénomène pour pouvoir lutter contre sa reproduction. Compliqué pour des gouvernements bourgeois. Car une compréhension réelle de la Shoah, ça revient à mettre sur le banc des accusés tout le système qui a permis cette horreur et tous ceux qui ont été incapables de l'empêcher. Car les grandes commémorations de nos chefs d'État brillent par leur hypocrisie. Les génocides continuent sous leur œil bienveillant. Et ce fut aussi le cas pour le génocide des Juifs d'Europe. Quelles sont les limites de l'historiographie officielle de la Shoah et des discours des manuels d'histoire qui présentent la Seconde Guerre mondiale comme la lutte de la démocratie contre la barbarie? Mais à l'inverse, le matérialisme historique ne se réduit pas à penser que chaque événement de l'histoire procède de calculs économiques, de taux de profit par la bourgeoisie, que Auschwitz serait créé avec comme but d'alimenter les bénéfices d'Ig Farben, qui avait une usine comme je le disais. Nous devons bien sûr replacer le génocide des Juifs dans le contexte des tendances générales du capitalisme, de l'impérialisme pourrissant, de cette guerre impérialiste poursuivie par l'Allemagne. Mais une fois dit cela, le problème reste entier. Comment notre analyse du fascisme, qui fut notamment développée par Léon Trotsky, nous permet-elle de comprendre l'antisémitisme nazi et la Shoah? Auschwitz et toute la Shoah, c'est le grand crime de la Seconde Guerre mondiale, qui est la toile de fond de ces horreurs. C'est aussi, sans conteste, le crime commis par le régime nazi, le régime fasciste par excellence. Et finalement, c'est l'expression la plus crue de l'antisémitisme nazi, toute une idéologie qui alimentait l'extermination. Alors, c'est quoi au juste la Deuxième Guerre mondiale, le fascisme allemand, et comment expliquer cette idéologie, cet antisémitisme racial poussé à son extrême? Voilà en gros les trois parties que nous aborderons. Ah ouais, pardon, j'ai oublié de mettre les trois parties. Euh, alors, toile de fond du génocide, la Seconde Guerre mondiale est le résultat de la lutte entre les puissances capitalistes. Ces pays impérialistes, comme nous les appelons, au sein desquels les grands monopoles industriels étouffent, cherchent à se découper des colonies, des débouchés extérieurs pour vendre leurs marchandises, pour réinvestir leur surplus de capitaux et avoir un accès privilégié aux matières premières. C'était déjà la cause de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne, arrivée tardivement sur la scène capitaliste européenne, s'était formidablement développée. Ses banques et ses industries rivalisaient avec celles de l'Angleterre et de la France. Mais contrairement à ces dernières, qui avaient construit leur empire durant des décennies, l'Allemagne des grands manias des monopoles n'avait pas d'empire colonial. Les capitalistes allemands visaient le repartage du monde. Repartage de l'Afrique,
de l'Asie, de l'Europe de l'Est. Or, la Première Guerre mondiale se solde par la défaite de l'Allemagne. Les puissances victorieuses lui font payer le prix. La France, le Royaume-Uni et les USA de Wilson sont tout autant impérialistes que l'Allemagne. Elles veulent éliminer leurs concurrents communs, en tirer de gros bénéfices pour leurs bourgeoisies respectives. Le traité de Versailles, dont j'ai mis une photographie en haut de la slide, met l'Allemagne à genoux, lui fait payer de lourdes réparations et lui interdit d'avoir une armée de plus de 100 000 hommes. En 1920, la France occupe la Ruhrgebiet, une riche région industrielle allemande. Rien de tout cela n'empêchera la venue d'une prochaine guerre. Le capitalisme, après la relative accalmie d'après-guerre, s'essouffle. La crise de 1929, qui perdure dans les années 30, est le symptôme du capitalisme pourrissant, qui ne trouve plus d'issue. D'autant plus en Allemagne, qui n'a pas encore remboursé les dettes de Versailles. La bourgeoisie allemande va à nouveau se lancer dans une guerre mondiale, pour piller et annexer de nouveaux territoires, contester l'équilibre entre puissances issues de 1918. Pour cela, elle devra néanmoins se reconstituer une armée, mettre en route l'économie de guerre et mater la résistance ouvrière. Mais les États-Unis aussi veulent un repartage du monde et profiter d'une nouvelle guerre impérialiste. Pour se tailler la part du lion dans la domination du monde, pour définitivement écraser l'Europe, réorganiser le monde selon les intérêts de ces grands groupes capitalistes états-uniens. C'est d'ailleurs à l'issue de la guerre que les USA forceront les vieux pays européens à indexer leur monnaie sur le dollar, à ouvrir les marchés de leurs anciennes colonies au libre-échange, c'est-à-dire aux capitaux américains. Bref, la Seconde Guerre mondiale n'a pas été la croisade libérale contre la barbarie nazie. Elle a été avant tout et surtout une guerre impérialiste, une guerre pour la domination du monde par des classes de capitalistes de tel ou tel pays en concurrence entre eux. Alors, la bourgeoisie, classe dominante sous le capitalisme, cherche à se maintenir en tant que telle, à mener sa politique industrielle, sa guerre de classe sans cesse contre toute la classe ouvrière et d'ailleurs contre les autres classes de la société. Dans l'histoire, elle a pris différentes formes pour sa domination politique selon les contextes et les besoins. Tantôt des républiques parlementaires, tantôt des monarchies constitutionnelles, tantôt de sanglantes dictatures militaires. Dire cela ne veut pas dire qu'en tant que révolutionnaires, nous sommes indifférents à la forme que prend la dictature de la bourgeoisie, bien sûr. Alors, le fascisme est le bras armé du grand capital. Cette affirmation sonne peut-être vraie, mais l'est-elle? On pourrait croire, après tout, Hitler a été financé par les grands monopoles industriels, notamment de l'industrie lourde, comme ces fameux Thyssen, Krupp ou IG Farben. Néanmoins, le fascisme présente des caractéristiques différentes d'une dictature militaire classique au service du grand capital. Et au moyen des moyens de répression de l'État, armée, police, tribunaux. Alors, après la révolution russe de 1917, une vague de révolution a secoué l'Europe. L'Allemagne, elle est en train de perdre la Première Guerre mondiale et secouée par une révolution dès novembre 1918, c'est la photo en noir et blanc, qui précipite la fin du conflit. Cette révolution n'aboutit pas, faute d'un parti révolutionnaire capable de la mener à bien. Mais les convulsions sociales continuent, les grèves de masse se succèdent, des millions d'ouvriers accèdent à la conscience politique. Ceux qui, hier, votaient pour les partis royalistes sont maintenant syndiqués. Ils diffusent des tracts socialistes ou communistes. En 1920, puis en 1923, de nouvelles révolutions échouent en Allemagne. Mais si la bourgeoisie n'a pas perdu tout son pouvoir, elle doit désormais composer avec un prolétariat organisé dans ces deux grands partis, le KPD communiste et le SPD socialiste. Dans les grandes usines notamment, les patrons ont dû signer des conventions collectives, avec des salaires garantis, des congés. À chaque grève, si la police essaye de déloger le piquet de grève, elle se fait violemment refouler. Et au Parlement, il y a des centaines de sièges qui sont occupés par les députés des partis ouvriers. Tout cela n'est pas du goût de la bourgeoisie allemande, qui réfléchit sérieusement, à la fin des années 20, à se remettre en guerre pour le partage du monde. Elle voudrait aussi se débarrasser de ce prolétariat organisé, avec ses acquis sociaux, autant de freins pour remettre en marche la machine à profit qui commence à se gripper et qui plante carrément avec la crise de 1929. Si elle pouvait se débarrasser, une bonne fois pour toutes, de ces coopératives ouvrières, ces assos, ces partis, ces syndicats, avec leurs centaines de milliers d'ouvriers, communistes, socialistes, leurs millions de syndiqués, avec leurs milices armées, et finalement, si elle pouvait, en matant une bonne fois pour toutes la classe ouvrière, faire une contre-révolution préventive, cela lui éviterait bien des ennuis et permettrait de rétablir ses taux de profit. Pourtant, c'est justement parce que le prolétariat est si fort que les moyens habituels dont la bourgeoisie dispose ne lui suffisent plus. La police est mise en échec dans les combats de rue. L'armée, très affaiblie par le traité de Versailles, ne pèse pas bien lourd. Pire pour la bourgeoisie, d'une certaine manière, face à la crise, à la montée énorme du chômage dans les années 30, les masses ouvrières se radicalisent. Et elles pourraient bien reprendre le chemin de la révolution. Déjà, les lois que le Parlement promulgue pour limiter les grèves sont peu appliquées.
et les grèves sans préavis et hors de tout cadre légal sont monnaie courante. Il existe néanmoins une autre force montante dans la société, une force supplétive qui peut permettre au grand capital de mater ses ouvriers qui ne se tiennent pas sages et sont organisés dans leurs organisations de classe. Certains industriels vont encourager le mouvement fasciste, qui n'est à l'origine que des bandes de nervis musclés, des anciens officiers et d'autres brigands que les patrons embauchent pour briser les grèves. Hitler fonde le NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Il réussit à fédérer sous son autorité, à la fin des années 20, les différents groupes armés fascistes sous sa tutelle. Ce parti, plutôt petit au départ, avec ses fameuses sections d'assaut, les SA, explose en taille à la faveur de la crise de 1929, un terreau fertile pour sa propagande qui se nourrit de la peur des petits bourgeois du déclassement. De 2,8% aux élections en 1928, le NSDAP passe à 18% en 1930, puis 37% en 1932. Cependant, le fascisme ne se réduit pas à un parti. C'est aussi un mouvement de masse. Et il représentait un moyen plus efficace de mener à bien cette tâche de contre-révolution préventive que les forces conventionnelles de l'État. Alors en 1932, Léon Trotsky écrit ces lignes que je vous ai reproduites. Le régime fasciste voit son tour arriver lorsque les moyens normaux, militaires et policiers de la dictature bourgeoise, avec leur couverture parlementaire, ne suffisent pas pour maintenir la société en équilibre. À travers les agents du fascisme, le capital met en mouvement les masses de la petite bourgeoisie enragée, les bandes de lumpen prolétaires déclassés et démoralisés, tous ces innombrables êtres humains que le capital financier a lui-même plongé dans la rage et le désespoir. La bourgeoisie exige des fascistes un travail achevé, et les agents du fascisme, utilisant la petite bourgeoisie comme bélier, détruisant tous les obstacles sur leur chemin, mèneront leur travail à bonne fin. Alors tout est un peu dit, les artisans, les commerçants, les fonctionnaires ou les professions libérales, tous ces gens qui étaient respectés dans la société, que l'on appelait Herr Doctor, professeur, ou que l'on appelait au front major ou sergent avec révérence, tout cela se retrouve soudainement déclassé ou menacé de l'être. La crise de 29 y contribue énormément. Les concurrences des grands magasins, des grands capitalistes écrasent encore plus les petits bourgeois. Ils seront, ces petits bourgeois, les troupes que recruteront les fascistes. Leur peur de devenir des prolétaires va être transformée en haine du prolétariat. Les nazis soudent leurs troupes dans la haine de la classe ouvrière et de tous ces marxistes. Alors, tous les marxistes, c'est la République, les libéraux, les socialistes, le Parlement, les communistes. Tout cela, il faut les éliminer. Hitler révèle dans ses discours la première logique du fascisme. Quoi de mieux pour mobiliser qu'écraser ceux qui sont encore plus en bas? La petite bourgeoisie, impuissante face au grand capital, espère désormais reconquérir sa dignité sociale en écrasant les ouvriers. Face à l'impuissance des partis ouvriers, avec le soutien de la grande bourgeoisie, Hitler et ses masses de chemises brunes vont donc prendre le pouvoir. D'autres formations détaillent la venue des fascistes au pouvoir, mais juste pour souligner que ce soutien de la grande bourgeoisie est aujourd'hui renseigné historiquement. À ce titre, on peut conseiller le premier chapitre du livre d'Éric Villard, L'ordre du jour, qui montre la bourgeoisie allemande qui fait le choix du fascisme. Mais ce soutien de la bourgeoisie, c'est aussi un soutien contraint. Le même livre le montre d'ailleurs. Si elle avait pu le faire, elle aurait sans doute préféré mater les ouvriers à l'aide des moyens conventionnels de répression. Nul doute que les généraux de l'armée, comme ces barons de Metternich au prestige ancien, rechignent à la vue des chemises brunes, ces anciens bouchers ou ces anciens médecins qui viennent occuper des postes au ministère des Armées. Nul doute qu'en laissant le contrôle de l'État à ces masses en mouvement, la bourgeoisie craint aussi de perdre un peu de son contrôle absolu sur la production. Que les patrons des usines Siemens n'ont pas apprécié quand, après la prise du pouvoir en 1933, les ouvriers des cellules nazies, dans chaque atelier, se sont mis à les tutoyer. C'est le prix, un peu contraint, que la bourgeoisie est prête à payer pour que les masses nazies liquident physiquement les organisations ouvrières. D'abord, en arrêtant des dizaines de milliers de chefs communistes et socialistes, en interdisant dès mars 1933, au prétexte de l'incendie du Reichstag, le Parti communiste, en dissolvant les syndicats, les forçant à disparaître derrière le front du travail. Et puis, c'est la liquidation physique. À Berlin, les sections d'assaut opèrent 150 Folterstätter, des sites de torture, dont un qui est tout simplement l'ancien siège du Parti communiste. C'est la photo de gauche. Dès 1933, 70 camps improvisés servent à concentrer les militants ouvriers en tout genre, tenus par la SA, la SS, parfois même la police. L'extermination du mouvement ouvrier organisé se poursuit, devient de plus en plus minutieuse. On peut citer à cet effet le camp de Buchenwald, en Thuringe, pas loin de Weimar, de 1937 à 1945.
Peu de chiffres précis existent, mais au moins plusieurs dizaines de milliers de communistes, socialistes, syndicalistes seront tués entre 1933 et 1945. Le mouvement fasciste amène au pouvoir, avec lui, toute la fange de la société, ses éléments les plus arriérés, les plus racistes et brutaux. C'est l'accession au pouvoir d'un mouvement soudé par une idéologie non seulement anti-ouvrière, mais aussi profondément antisémite. Peu importait aux patrons qui financèrent et soutinrent Hitler qu'ils soient portés par des excités racistes ou projets criminels. Pour eux, il fit le job. Il écrasa la classe ouvrière et ses organisations dans le sang et prépara l'Allemagne à la guerre. Il commença par l'extermination sanglante du mouvement ouvrier que je viens de décrire. Et pourtant, dans ce même mouvement, il s'engageait dans la spirale que nous allons essayer de comprendre et que l'on appelle Shoah. Car si la Seconde Guerre impérialiste est la toile de fond de la Shoah, si le fascisme en est la force motrice, il reste bien la question centrale, cet antisémitisme viscéral qui a donné lieu au massacre de millions de personnes. Alors, tâchons de comprendre quel est l'antisémitisme nazi. Alors, à l'époque féodale, les Juifs d'Europe étaient surtout définis par leur classe dans les rapports de production. C'était un groupe aux pratiques religieuses et culturelles diverses, aux langues diverses, mais qui occupait un peu partout le rôle d'intermédiaires commerciaux nécessaires aux seigneurs féodaux, mais auxquels ceux-ci d'ailleurs vouaient une haine antisémite du fait qu'ils leur prenaient une partie de leurs ressources. Cette époque féodale, elle a subsisté plus longtemps en Europe de l'Est qu'à l'Ouest. En Hongrie ou en Ukraine, les Juifs étaient très souvent, jusqu'au début du XXe siècle, le lien entre les seigneurs et les paysans. Ils s'occupaient de l'affermage, des impôts et du commerce. Mais le capitalisme, il détruit ces anciens rôles sociaux, comme pour d'autres groupes constitués du féodalisme d'ailleurs. La différenciation de classe s'opère, soit que certains juifs deviennent eux-mêmes des capitalistes, soit pour la plupart que la misère les pousse à devenir des prolétaires. Et une partie d'entre eux reste, tant bien que mal, à ces métiers historiques de commerçants, d'artisans, d'intermédiaires économiques, bref, de petits bourgeois. En 1933, il y avait en Allemagne 525 000 juifs, soit 0,75% de la population. C'est beaucoup moins que dans les pays de l'Est, comme la Pologne ou la partie européenne de l'URSS. Mais il y a une forte immigration juive venue de l'Est, et particulièrement de Pologne, de Lituanie et d'Ukraine, après la Première Guerre mondiale. Et si elle se tarit un peu, ça suffit à donner aux idéologues fascistes leur ennemi tout trouvé. Il y a assez de marxistes et de dirigeants ouvriers juifs, il y a juste assez de capitalistes juifs pour qu'on les pointe du doigt et les mette en exergue. Mais surtout, il y a assez de juifs appartenant aux classes moyennes, aux professions libérales, assez de petits boutiquiers, de médecins, d'avocats, de journalistes, d'écrivains, d'artistes juifs, haïs de leurs concurrents soi-disant ariens, pour que, le jour venu, on déchaîne contre eux la fureur populaire. Une fureur qui sera menée sous le drapeau de l'idéologie nazie, que nous devons comprendre. Et à ce titre-là, je citerai rapidement Engels dans une lettre à Mehring de 1893. L'idéologie, c'est un processus que le soi-disant penseur accomplit bien avec une conscience, mais avec une conscience fausse. Les forces motrices véritables qui le meuvent lui restent inconnues, sinon ce ne serait point un processus idéologique. Aussi s'imagine-t-il des forces motrices fausses ou apparentes. Fin de citation. S'il y a donc un terreau particulier au développement de l'antisémitisme, ce sont des forces motrices fausses et apparentes seulement qui animent les discours de Hitler. La domination imaginée, le complot juif, voilà les forces apparentes de l'idéologie nazie. Ainsi, les protocoles des sages de Sion, un faux document inventé par la police secrète du tsar de Russie en 1903, est devenu rapidement un best-seller antisémite. Ces protocoles décrivent comment les juifs se prépareraient dans l'ombre à prendre le pouvoir absolu. Hitler, dans Mein Kampf, y voit la preuve du complot juif qui s'appuie à la fois sur les spéculateurs capitalistes juifs et les bolcheviks, juifs eux aussi, pour prendre le pouvoir sur le monde. Je vous ai mis une caricature du judéo-bolchevique, qui a sous son bras d'ailleurs une carte de l'URSS, et une autre affiche du NSDAP, où on lit la victoire sur le bolchevisme et la plutocratie. Cela passe par la libération du juif parasitaire. Une force motrice de ce racisme des années 30, c'est aussi l'impérialisme, en fin de compte. Et elle, ce n'est pas une force motrice apparente. La race qui lutte pour son espace vital apparaît à première vue comme l'idéologie dont s'affuble l'impérialisme expansionniste. C'est un racisme qui est tourné vers l'extérieur, au service de l'expansion allemande, contre les Slaves, les Juifs de l'Est, les Anglo-Saxons. C'est un racisme qui est tourné
vers les Juifs en tant qu'ennemis de l'intérieur aussi, dans un climat de concurrence acharné que met en place le capitalisme. Cette petite bourgeoisie, hein, donc il y a, pardon, ce racisme intérieur, donc alimenté par une concurrence intérieure, concurrence entre travailleurs qui sont au chômage pour trouver un emploi, concurrence entre commerçants, petits bourgeois écrasés par la crise. Cette petite bourgeoisie-là trouve sur son chemin ce qu'elle appelle le juif puissance d'argent, ou le juif qui s'occupe de l'affermage et des impôts pour les seigneurs à la campagne. Cette petite bourgeoisie, c'est une classe bâtarde qui veut être anticapitaliste sans cesser d'être capitaliste, avec toute une histoire de théoriciens, comme d'ailleurs Proudhon, qui dénonce l'hypercapitalisme, le capitalisme libéral, le capitalisme spéculatif et mauvais. Et en Allemagne, dans les années 30, eh bien cela prend la forme du capitalisme parasitaire juif qu'on oppose au capital productif national. Le racisme, il canalise l'anticapitalisme primaire de la petite bourgeoisie, qui perçoit sa ruine imminente dans la direction d'un capitalisme antérieur rêvé. Donc, un capitalisme mythique, mais qui garde une apparence suffisante. C'est aussi le cas de l'anticapitalisme d'une partie de la classe ouvrière. Et ce racisme fusionne tout dans un seul gloubi-boulga. Il fusionne ses origines, antisémitisme religieux et racial. Il fusionne les classes sociales fondues dans la race aryenne. Et fusionne surtout tous ses ennemis. Le juif et son complot, comme je l'ai déjà dit, prennent de multiples visages. Le bolchevique, le slave, la plutocratie anglo-saxonne. C'est le bouc émissaire, tout trouvé. L'antisémitisme fonctionne sur cette base que le directeur d'une société anonyme est présenté comme un respectable homme productif. Et que le capital juif, aussi petit soit-il, et justement parce qu'il est personnel, à hauteur d'homme, est assimilé au parasitisme. Le résultat du racisme viscéral des nazis, c'est d'enrôler une fraction du prolétariat allemand derrière ses ennemis de classe, au nom de la haine des juifs. L'antisémitisme, avec l'antibolchevisme, qui justifie la volonté de détruire le mouvement ouvrier, était au cœur de l'idéologie nazie, désignant les juifs comme bouc émissaire pour ne pas s'en prendre au capitalisme, les rendant responsables de tous les malheurs. Une manière de diviser les exploités au nom d'une prétendue pureté de la race aryenne, et pour les nazis, de transmuer l'anticapitalisme de leurs troupes en antisémitisme, pour reprendre les mots de Daniel Guérin. Notons que cet antisémitisme ne se limite pas à l'Allemagne aryenne. Il était prégnant dans les autres pays, à commencer par la France. Il ressurgit de pleine force dans les mêmes années 30, porté par les journaux du type de l'Action française. Alors je vous ai mis une affiche qui vaut mieux que 1000 paroles. Donc elle est signée de l'Action française. On y lit le Front populaire vous insulte, un juif vaut bien un breton. Telle est la phrase accompagnée d'injures adressée à la Chambre des députés par Marx Dormois, le ministre de l'Intérieur du juif Léon Blum. Tout est dit. Ces racistes en France se voient pousser des ailes avec l'accession de Hitler au pouvoir. Et pour cause, il dispose désormais, ce Hitler, d'un État. Et avec cet État, il vient mettre en œuvre son programme antisémite. Les mesures se poursuivent. D'abord, le boycott des magasins juifs, directement mis en œuvre par la SA. Puis vient le cadre légal, avec les lois de Nuremberg en 1935, dont il faut citer les deux lois, la Reichsbürgergesetz, la loi sur la citoyenneté du Reich, et la Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, la loi sur la protection du sang allemand et de l'honneur allemand. Ces lois mettent les juifs hors de la nation allemande, leur interdisent d'être fonctionnaires, ainsi que l'accès à un certain nombre de métiers, empêchent les unions entre juifs et aryens. Et des pogroms ont lieu ensuite en 1938, lors de la nuit de cristal, à cause des bris, des vitrines, des boutiques appartenant à des juifs. Au cours de cette nuit, des centaines de personnes ont été tuées, d'autres arrêtées et déportées dans les camps de travail qui étaient déjà ouverts. Alors, le fascisme apparaît comme un chien enragé au service du capital. Mais que ce dernier lâche et ne contrôle plus tout à fait. Le chien enragé, biberonné à l'idéologie antisémite, ne se retourne pas contre son maître. Mais chacun de ces pogroms n'est pas pour autant dicté par les stricts intérêts économiques de son maître, le grand capital. Parfois même, les pogroms désorganisés embêtent l'appareil d'État, même nazi. Le 25 mai 1935, un immense pogrom à Munich oblige la police à intervenir et à arrêter plusieurs membres des SS et des SA. Alors comment se déroule ce mouvement qui nous amène des lois de Nuremberg à l'extermination industrielle des Juifs d'Europe? Les décisionnaires nazis n'avaient pas exclusivement prévu l'extermination physique pour nettoyer les Juifs l'Europe des Juifs, pour reprendre leur mot. On peut citer les plans de déportation des Juifs vers Madagascar ou dans le cercle arctique après la conquête de l'URSS. En fait,
C'est l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS à l'été 1941, qui a créé le contexte de la solution finale. Cette invasion était déterminée d'abord par les intérêts des classes dominantes allemandes, qui avaient envie, dans cette guerre impérialiste, de reprendre au moins les territoires polonais, ukrainiens et baltes qu'elles avaient eu un temps après le traité de Brest-Litovsk, signé avec l'URSS en 1918. À ce titre, la conquête du Lebensraum, de l'espace vital, qui est le déguisement raciste des intérêts impérialistes, explique en partie pourquoi cette guerre était préparée par ces généraux comme une guerre d'extermination. Extermination des judéo-bolcheviques. Mais c'est aussi le fait que l'appareil d'État, l'armée, la SS, tout cela était entre les mains des nazis, comme nous l'avons expliqué. C'est aussi cela qui explique le phénomène d'extermination que nous allons décrire. D'abord, c'est au cours de l'offensive des troupes allemandes vers l'Est que les massacres se sont généralisés. L'armée était accompagnée de ces Einsatzgruppen que je viens de montrer, les groupes d'intervention. J'ai mis la mauvaise traduction, pardon, sur la slide, qui suivaient de près le front et étaient chargés d'exterminer les éléments judéo-bolcheviques dans les zones fraîchement conquises. Ils fusillent directement, par centaines et par milliers, des juifs et des opposants et les entassent dans des fosses communes. Au début de la Blitzkrieg, la guerre éclair, ces groupes chargés de suivre le front de près commencent les massacres. Mais les troupes allemandes, contrairement au plan de l'état-major, se heurtent à une résistance plus dure, plus ils se rapprochent de l'URSS. En Ukraine, par exemple, la prise de Kiev est très lente, Staline ne lâchant qu'au dernier moment. À ce moment de ralentissement de la conquête, les chiffres des massacres s'accélèrent. Dans des pays comme la Pologne et l'Ukraine, à forte population juive, les Einsatzgruppen massacrent encore plus qu'au début de la guerre. En Lituanie, c'est un exemple. En juin-juillet 1941, il y a 10 à 12 000 personnes qui sont fusillées par les Einsatzgruppen. En août, toujours de 1941, alors que l'invasion de l'URSS ralentit, 120 000 juifs au moins sont massacrés. Les pénuries alimentaires ont accéléré encore les massacres. La Lituanie n'était plus un point de passage pour la Wehrmacht, mais une base arrière, où les autorités nazies se débarrassèrent des bouches inutiles. Les 45 000 juifs qui survivèrent au massacre d'août 1941 étaient d'ailleurs tous employés dans l'industrie de guerre, ou presque. Autre facteur de la spirale, la concurrence entre bureaucratie de l'appareil nazi. La SS et l'armée notamment sont en compétition pour des ressources relativement rares. Dans l'entreprise militaire de conquête, le groupe qui détient un morceau du pouvoir d'État détient aussi une bonne partie du pouvoir économique. La SS lutte pour accéder à plus de pouvoir politique, à plus de ressources, et pour cela, elle va s'arroger l'autorité sur la question juive. Troisième élément, l'ampleur des massacres qui se sont accélérés en août 1941 était alimentée aussi parce que l'historien Götz Ali a appelé un effet de domino ethnique. Avant qu'elle ne s'enlise, la conquête de l'Est a mis la main sur des territoires qui sont à forte population juive. Mais Himmler, commissaire du Reich à l'unification de la nation allemande, voulait faire de l'Est de l'Europe la terre où s'installeraient des millions de paysans allemands. Cette volonté au sommet trouve son penchant à tous les niveaux de l'appareil nazi, jusqu'au chef local, le fameux Gauleiter, qui administre son petit district dans la campagne polonaise et dont l'objectif est de l'épurer le plus vite possible de toute présence juive. Toutes ces pressions combinées créent pour les nazis un casse-tête administratif, comme ils le nomment eux-mêmes, avec rapidement des millions de juifs déplacés, placés dans des camps de transit. À cela s'ajoute la politique des fonctionnaires nazis à l'Est qui, pour faire pression sur Berlin, mènent une politique pour aggraver encore plus le sinistre problème administratif des juifs, en les parquant notamment dans des ghettos. C'est à ce moment que les chiffres des morts augmentent à fond. C'est à ce moment que les cercles dirigeants abandonnent définitivement de déplacer les juifs en Arctique ou plus à l'Est. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à envahir l'URSS. À l'automne 1941, apparaissent les premiers camions à gaz, qui sont fournis aux Einsatzgruppen. Et les camps de Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno et Majdanek sont mis sur pied. Auschwitz, qui était un camp de travail forcé, ajoute à son camp la partie camp d'extermination. Tout cela, bien sûr, ce n'est pas le résultat d'un froid concours de circonstances, de pénurie, de nourriture ou de buts de guerre. Après tout, même de très violentes guerres de conquête à d'autres moments de l'histoire n'ont pas toutes abouti à des génocides industriels. Lorsque les nazis en vinrent à élaborer concrètement la solution finale de leurs problèmes juifs, le meurtre de masse était la position toute prête, préparée par l'idéologie antisémite raciale qui leur avait permis de prendre le pouvoir et de souder leurs troupes. Le juif était pour ces fonctionnaires nazis l'ennemi mortel,
Paul Carl Schmitt, le chef du service de presse du ministère des Affaires étrangères allemande, le disait en 1943. La question juive n'est ni une question d'humanité, ni une question de religion, mais une question d'hygiène politique. La juiverie doit être combattue partout où on la trouve, parce que c'est une infection politique, le ferment de désintégration et de mort de tout organisme national. La Shoah, ce fut donc d'abord la Shoah par balle, à travers la Pologne et les pays du glacis soviétique, avec ces exécutions massives de juifs que je décrivais. Entre 1941 et 1944, 1,5 million de juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards, furent ainsi exécutés. Ensuite vinrent les camps, qui prenaient déjà en puissance fin 1941. Pour la première fois, une grande puissance industrielle utilisait tous les moyens à sa disposition. Transport, logistique, industrie chimique, gigantesques infrastructures, pour venir à bout d'une population civile, avec le but avoué de la faire complètement disparaître. L'œuvre d'extermination des nazis se distingue par ce caractère industriel, bureaucratique, systématique. La Shoah par balle s'estompa pour laisser la place à la solution finale, et les camps de la mort. En partie d'ailleurs car les exécutions sur place par balle sapaient le moral des troupes allemandes. Ainsi, la mise à mort par le gaz était d'abord faite directement dans les camions, les Gaswagen. Mais les généraux se rendirent compte que cela traumatisait les conducteurs des camions qui entendaient leurs victimes mourir. Le choix des chambres à gaz, aux Zyklon B, est donc imposé. Ainsi, une compréhension marxiste de la Shoah doit nous amener non pas à chercher des raccourcis économistes, mais à replacer l'importance de l'idéologie raciste biologique des nazis et comprendre comment cette idéologie était centrale au fascisme allemand, comment elle l'a aidé à venir au pouvoir, comment il l'a mise en œuvre une fois qu'il tenait les rênes de l'État. En cela, nous nous différencions des historiens qui ne cherchent pas à expliquer outre mesure le racisme des nazis, qui le prennent soit comme un fait préalable, soit comme un phénomène inexplicable, soit comme le produit de la nature humaine. Finalement, les marxistes peuvent analyser la Shoah dans le cadre de l'évolution du régime nazi lui-même. Sa radicalisation toujours plus poussée vers l'extermination complète tient en partie au moins à l'échec de l'utopie nazie. Ce capitalisme petit bourgeois, national et totalitaire, mais fondamentalement impossible. Le Troisième Reich avait promis à toutes les chemises brunes de refonder l'agriculture, de mettre sur pied des corporations, de changer les tribunaux, d'inventer une armée révolutionnaire. Il n'a rien fait de cela et ne le pouvait pas. Il a seulement réussi à écraser le mouvement ouvrier, à dissoudre le parlementarisme, ne pouvait rien construire en positif. Le mouvement fasciste s'est alors concentré sur ses objectifs de destruction. Ses petits et ses hauts fonctionnaires, ne pouvant affecter le cours social ou économique du pays, ne pouvant attenter au capitalisme, ils se sont concentrés sur leur idéologie raciale, qui ne pouvait trouver d'autres débouchés que des mesures de plus en plus discriminatoires contre les juifs, les malades mentaux, les éléments antisociaux. Mais au bout d'un moment, la discrimination ne pouvait continuer sans cesse, et elle se transforma alors en destruction physique. Le régime nazi s'était promis de supprimer les contradictions sociales qui avaient créé pourtant les conditions de sa puissance, la crise, le chômage, la concurrence. Mais il en était incapable, car il était au service du capital lui-même. La radicalisation croissante du régime qui causa la Shoah fut une sorte de reflet de cette incapacité structurelle. Il y a une connexion entre l'Holocauste, entre la Shoah, et le mode de production capitaliste. Pas question de prétendre que l'extermination des Juifs peut être déduite des besoins économiques du capitalisme allemand. Mais le national-socialisme est devenu un mouvement de masse au cours de la plus grave crise économique de l'histoire du système capitaliste. Plus que cela, pour échapper à cette crise et pour écraser la classe ouvrière, les milieux d'affaires allemands se sont alliés à un mouvement dont l'idéologie raciste et pseudo-révolutionnaire le portait vers la Shoah, en particulier de fait de son incapacité à transformer la société allemande. Ainsi, non pas directement, mais de façon néanmoins importante, le capitalisme était impliqué dans le processus qui a abouti à l'extermination des Juifs. Le génocide juif nous a montré le niveau d'horreur que pouvait atteindre une société capitaliste en crise. Indéniablement, le système capitaliste est responsable des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, comme de toutes celles qui l'engendrent sans cesse. Pour empêcher que ces horreurs se reproduisent, il faudra renverser le capitalisme. Il n'y a pas d'autre issue. Notre tâche, nécessaire, est de combattre pour que naisse une société socialiste nouvelle. La mémoire de l'extermination des Juifs d'Europe nous intime cet ordre, 80 ans plus tard, socialisme ou barbarie. Alors, cette radicalisation en spirale, ce passage de l'antisémitisme viscéral à l'extermination industrielle, s'observe à l'échelle du mouvement de masse
tout autant qu'à l'échelle de nombreux individus, ces fonctionnaires nazis qui furent les bourreaux d'Auschwitz. Ainsi, et je termine là-dessus, Rudolf Hess, dont la vie est retracée dans le roman de Robert Merle, La mort est mon métier, notre métier, je crois, a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il a été décoré de la Croix de Fer. Au chômage après les combats, il s'engage dans les corps francs pour combattre les communistes, le fusil à la main. Il devient en 1921 un apprenti paysan, et il est plutôt pauvre d'ailleurs, mais il a une certaine estime de sa classe sociale, puisqu'il est issu d'une famille assez aisée. Il adhère en 1922 au NSDAP et participe en 1923 au meurtre d'un communiste, ce qui lui vaudra 10 ans de prison. Libéré en 1928, il devient régisseur de ferme et travaille dans des dures conditions, mais il s'accroche au prestige qui s'attache à celui qui, au village, dirige une ferme. Il rejoint la SS en 1934. Et comme tous les petits bourgeois enragés du NSDAP, il s'est senti humilié par la défaite militaire de l'Allemagne dans la Première Guerre, par la Révolution, puis les traités de Versailles. Il a eu peur du déclassement, qu'il a subi, et de la crise de 1929. Sa révolte contre tout cela, ces symptômes du capitalisme, se transforme en une dévotion pour le nazisme et pour Heinrich Himmler, son chef. Rudolf Hess commence une carrière dans la SS, dans les camps de concentration, et gravit les échelons. Il y trouve un sentiment de fraternité, d'appartenance, sur fond de toile nauséabond d'une œuvre d'extermination qui commence et qui réprime toute compassion pour les victimes. Sa confiance en ses chefs, son antisémitisme viscéral, sa volonté de retrouver la place qu'il estime être la sienne dans la société, tout cela l'entraîne, au cours des années 40, dans l'enchère génocidaire. Il finira sa carrière comme commandant du camp d'Auschwitz. Il y a mis en place, chaque mois, chaque année, des mesures de plus en plus meurtrières, des méthodes toujours plus efficaces pour tuer. Il n'a pas que suivi Himmler, il a innové pour suivre les objectifs d'unité à éliminer. Il met sur pied le gazage aux Zyklon B et choisit personnellement les lieux les plus adaptés pour les chambres à gaz. Il sera pendu le 16 avril 1947 à côté du camp d'Auschwitz I. Alors, face au génocide, où était l'espoir, Comment le combattre? Les Alliés et leur guerre contre l'Allemagne se battaient-ils, comme on le raconte, avec l'objectif de sauver les Juifs de la barbarie? Lorsque le 27 janvier 1945, une division de l'armée rouge entre dans le camp d'Auschwitz, elle découvre ces 7000 détenus, mais en fait ce n'est pas la première fois que les Alliés découvrent le camp. Le 23 août 1944, une photographie aérienne, récemment sortie du secret défense, montre une prise de vue du camp. On y voit un alignement de prisonniers et la fumée dense des crématoires. Les avions d'observation pouvaient survoler le camp de la mort. Pourtant, aucune des lignes de chemin de fer conduisant à Auschwitz n'a été bombardée. Et pendant ce temps, le camp a brûlé les cadavres jusqu'à l'extrême limite. Des Juifs hongrois, Grecs, Polonais ont été massacrés, des trains entiers qui venaient de Lyon et de Paris. En fin 1944, la défense aérienne allemande était hors d'état. À peine 1% des avions américains qui y allaient tombaient. Il aurait été tout à fait possible de paralyser le système ferroviaire qui menait à Auschwitz. Et bien avant ça, au cours de la guerre, les services de renseignement polonais avaient averti Roosevelt et les Anglais de la mort, enfin des camps de la mort. L'objectif de guerre des Eisenhower, ou de Staline d'ailleurs, n'était pas de risquer le moindre avion pour sauver les Juifs d'Europe. Les USA ont mené, comme l'Allemagne, une guerre impérialiste pour le partage du monde, au profit des grands groupes capitalistes, avec derrière eux la France, le Royaume-Uni et l'URSS de Staline. Et ils se sont d'ailleurs partagé l'Europe après la guerre, et partagé l'Allemagne aussi. Aujourd'hui, la France ou les USA se targuent d'avoir mis fin au génocide en triomphant de l'Allemagne nazie. Mais déjà, l'État français a ouvertement collaboré avec les nazis. Il a livré 76 000 juifs au camp de la mort. Il faut aussi compter les 3 000 morts dans les camps en France. Et cet État, avec ses hauts fonctionnaires, son conseil d'État, ses préfets, son gouverneur d'Algérie, toute cette machine est restée en place quand De Gaulle a remplacé Pétain. Comme le secrétaire général de la préfecture de Gironde, un certain Maurice Papon, qui fut le bourreau du camp de Drancy et qui devint préfet de police de Paris, puis ministre de Giscard. Pour ce qui est des USA, Roosevelt organisa une conférence internationale sur la crise des réfugiés juifs qui fuyaient les exactions des nazis. 32 pays étaient présents à Évian, c'est la photo du centre. En 1938, la quasi-totalité, les USA inclus, refusèrent de modifier leur loi d'immigration pour accueillir les réfugiés juifs, même après la fin de la guerre, alors que les cinémas avaient montré les libérateurs américains stupéfaits par la vision des cadavres ambulants et des empilements de dizaines de milliers de survivants juifs, et les empilements de corps, les antisémites
au gouvernement et au Congrès, continuèrent de résister. Résultat, il y a des dizaines de milliers de survivants juifs qui restèrent entassés jusqu'en 1950 dans des camps sommaires de personnes déplacées, alors que les collaborateurs des nazis en Ukraine ou en Pologne étaient laissés libres parce que considérés comme de solides anticommunistes. Rudolf Höss, le commandant à Auschwitz, ne fut pas le seul dignitaire nazi exécuté. Les plus hauts responsables furent condamnés au procès de Nuremberg. 3 ans plus tard, la toute nouvelle Organisation des Nations Unies adopta la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Un bout de papier qui n'a pas empêché le génocide au Rwanda, celui en ex-Yougoslavie, le massacre des Tibétains par la Chine de Mao, d'un tiers de la population cambodgienne par les Khmers rouges, et puis bien sûr, le génocide à Gaza. D'une autre nature que les sauveurs impérialistes hypocrites ou le droit international bien inutile, il y avait tout de même des résistances dans l'enfer concentrationnaire. Et je termine là-dessus, pour de vrai. Dès les débuts du camp d'Auschwitz, en 1940, des mouvements de résistance ont existé dans le camp. La droite polonaise, le Parti socialiste polonais organisèrent leurs cellules. Chaque vague de déportés de chaque pays amenait aussi avec elle des résistants. Il y eut même en octobre 1944 une révolte du Sonderkommando du crématorium 4 de Birkenau. Ces Sonderkommandos, ou unités spéciales, sont des déportés auxquels les SS sous-traitent en les forçant les pires tâches des camps de la mort, trier les effets personnels, brûler les corps. Même si le front de l'armée rouge n'était alors pas encore assez proche, les membres du Sonderkommando comprirent que les SS se préparaient à effacer les traces du génocide et à ne laisser aucun témoin. Ils se révoltèrent donc, espérant permettre à certains de s'enfuir. Ils firent sauter le 7 octobre le crématorium 4 et une partie d'entre eux s'est sacrifiée pour couper les barbelés, attirer à eux les gardes du camp et permettre à d'autres de s'enfuir. La révolte sera sauvagement matée. Citons encore l'exemple du camp de Treblinka, dont vous avez une photographie ici. Pendant des mois, les détenus préparèrent l'action H. 400 d'entre eux se soulevèrent en août 1943, mirent le feu à de nombreux bâtiments, tuèrent les gardes et les SS, et entre 200 et 250 d'entre eux s'échappèrent. Quelques-uns survivent, le camp est démantelé, les détenus qui ne sont pas exécutés sur place sont transférés à Sobibor. Et il faut aussi faire référence au soulèvement héroïque du ghetto de Varsovie en avril-mai 1943. En tout cas, pour dire que même là où règne l'horreur la plus féroce, que même lorsque l'atrocité de ce système capitaliste atteint son zénith, les hommes et les femmes qui subissent l'oppression se révoltent. Même si le génocide, par sa méticuleuse administration industrielle, a broyé au mieux qu'il le pouvait l'humanité et la dignité de ses victimes, il n'a pas éliminé toutes les forces de la résistance.